Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et aujourd'hui, on parle des cycles du marché et de stratégies d'investissement. Donc avant de commencer, on le répète toujours, on n'est pas des conseillers financiers, puis tout ce qu'on dit, divulgue, partage sur ce podcast sont en aucun cas des conseils financiers. Donc on vous invite toujours à faire vos propres recherches et apporter vos propres conclusions avant d'investir votre argent. Yes. Alright Samuel, comment ça va? Super content d'être avec toi encore pour ce podcast-là. Yes. Comment toi ça va? Ça va super bien. Good. Donc, aujourd'hui, on va parler de stratégie d'investissement. Avant de parler de stratégie d'investissement, on va parler de cycle du marché. Parce que je crois que c'est important de comprendre toujours comment que le marché fonctionne avant de se dire « Ah, je vais investir. Hein, » Absolument. Parce que ce qui se passe, c'est toujours la question de « on achète au top et on vend en bas », ce qui fait en sorte que la majorité du monde perd énormément d'argent. Puis, c'est surtout l'incompréhension justement des cycles du marché. Donc, si on regarde la différence, mettons, entre, pour ceux qui ne connaissent pas, le bull market et le bear market. Ouais. Écoute, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Bon, premièrement, bull market, pour les gens qui connaissent vraiment rien dedans, c'est quand le marché monte. Bear market, c'est quand le marché descend. OK? Là, quelque chose qui est super important à comprendre, c'est que, mon Dieu, on peut aller loin là-dedans. C'est que il faut vraiment suivre les cycles psychologiques du marché à la lettre. La plupart des gens rentrent sur de l'excitation. Exact. La plupart des gens rentrent sur de l'émotion. Et c'est la pire chose que tu peux faire parce que le marché n'est pas fait pour être utilisé de façon émotionnelle, mais plutôt de façon robotique. Et quand je dis robotique, c'est vraiment robotique. Si on regarde les grandes institutions, c'est des robots et des algorithmes qui achètent à des points fixes. Alors, c'est vraiment ça le plus gros problème des gens. Ils se font exciter par les médias, ils se font exciter par Instagram, Facebook, par leurs voisins, par leurs amis. Et les cycles psychologiques du marché, on les retrouve pas juste dans la crypto. On les retrouve partout, que ce soit dans les stocks, les commodités, que ce soit dans l'immobilier. Exactement, l'immobilier aussi. On en retrouve absolument partout. Qu'est-ce qui se passe, c'est que on a plusieurs phases dans un cycle psychologique. Quand on arrive dans un bull run, donc dans un marché haussier, les premières phases, c'est la phase où les gens n'y croient pas. Tout le monde est comme « Ah, c'est faux, ça remontera pas. » Puis on s'entend que c'est à ce moment-là que justement les institutions puis les gros portefeuilles entrent. Exactement. Ils profitent de l'opportunité d'acheter à un prix qui est, on va dire, ridicule ou extrêmement bas comparativement à la projection future. Exactement, et c'est ce qu'on appelle ce qu'on va appeler peut-être sur ce podcast-là, le smart money. Exact. Smart money, c'est les institutions, les banques, les milliardaires. C'est le 1% de la population qui contrôle 99% de l'argent. Ce 1%-là contrôle 99% de l'argent du monde, et c'est eux qu'on va appeler le smart money. Tout le reste, c'est dumb money. C'est littéralement les termes qu'on utilise en finance, c'est le terme qu'on utilise, c'est notre langage, c'est smart money et dumb money. Smart money, c'est le 1%, dumb money, c'est les 99 autres % qui restent. Ouais, c'est la masse, en fait. C'est la masse. Qui rentre sur l'euphorie Exactement. Quand on entend toujours parler dans les médias, crypto a atteint un nouveau record, un nouveau ATH, qui est all-time high, en fait, un nouveau record. Là, les gens, c'est là que justement, comme qu'on disait sur d'autres podcasts, la masse entre et achète. Et c'est à ce moment que les institutions, eux sortent. Exactement. Et c'est parce que les cycles psychologiques sont simples. Au début, les gens y croient pas. Ensuite, ça commence à monter. Est-ce que c'est vrai? Ça continue à monter. Oh mon Dieu, c'est vrai. Ça continue à monter. Faut rentrer et investir maintenant quand on est rendu là. Exact. Alors que le smart money est rentré ici. Et là, ensuite, une petite correction, ça continue à monter. Et là, on va voir, oh là là, il faut y aller all in, let's go. On vend la maison, le chien, la voiture. OK. Et là, il y a un stade euphorique où les gens pensent qu'ils vont tous être millionnaires. C'est fini, je suis trop intelligent, je suis trop smart, j'ai pas besoin d'informations sur rien, j'ai pas besoin d'éducation. Hein, tu veux me parler de tout ça? T'inquiète, moi j'ai fait 800%, je sais de quoi je parle.
Et là, quand tu vois tout le monde commencer à rentrer dans ces cycles-là, ou une partie de la masse qui rentre dans ce cycle-là, c'est là où tu arrives dans l'euphorie. Et ensuite, après l'euphorie, qu'est-ce qui vient? Ah, la correction. Et là, hop, première vague de correction. Tout le monde pense que c'est normal, ça a beaucoup monté, on n'a pas besoin de s'inquiéter, c'est une correction normale. Ça remonte très vite, alors les gens restent en confiance. Oh oui, c'est bon, regardez, c'est en train de remonter. Et là, paf! Et là, on rentre dans les autres trucs. Oh mon Dieu, c'est pas bon. La peur, la vente. Ça fait toujours la même chose, les marchés. Ah, c'est toujours ci, c'est toujours ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais on a le smart money qui revient et qui achète. Exact. Et je pense que le meilleur exemple que je peux faire, c'est, disons par exemple, disons que je veux acheter des ordinateurs. Je m'en vais à Best Buy et je leur dis, je veux acheter 1000 ordinateurs par jour. Ils vont me dire, ou je dis, je veux acheter 1000 ordinateurs d'un coup. Ils vont sûrement me dire, ben monsieur, présentement, on n'a pas 1000 ordinateurs en stock. Ou on n'a pas 10 000 ordinateurs en stock. Vous allez devoir revenir toutes les semaines pour acheter 10 ordinateurs. On peut vous en garder 10 par jour ou 10 par semaine. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que je vais venir les acheter en morceaux comme ça. Donc, si je veux mon 1000 ordinateurs, je vais en acheter peut-être 100 cette semaine-là, un autre 100, un autre 100, un autre 100, un autre 100, parce qu'ils n'en ont pas plus en stock. Et je vais accumuler ces ordinateurs-là jusqu'à temps que c'est moi qui ai tous les ordinateurs. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai tous les ordinateurs? Il n'y a plus d'offres parce que c'est moi qui les ai. Alors, lorsque l'offre devient lorsque la demande devient beaucoup plus petite, beaucoup plus grande que l'offre parce que c'est moi qui a toute l'offre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir pousser les prix et c'est là qu'on va voir justement le marché commencer à sortir. Et c'est à ce moment-là où tout le monde se fait avoir parce que quand le marché commence à sortir, c'est que smart money, les banques, les institutions, les riches ont déjà accumulé. Et là, ils vont revendre au prix qu'ils veulent, sauf que les finances, le trading, c'est toujours une équation neutre. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Pour qu'il y ait un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur. Alors eux, smart money, ils ne se vendent pas entre eux. Ils ont besoin de gens qui vont acheter. C'est qui? La masse. Donc money. Et la masse se fait dicter par quoi? Leurs émotions et les médias. Surtout juste les médias. Surtout les médias. De nos jours, les médias ont un très, très, très grand rôle ou plutôt une influence sur les émotions. Exactement. Et les réseaux sociaux, c'est un des plus intenses. C'est un des plus intenses et ça fait bouger la masse. Et ce qu'il faut réaliser après, c'est sortir. Si les gens veulent gagner dans les marchés financiers, ils doivent penser comme les institutions. Ils doivent penser comme le smart money. Littéralement, se mettre à leur place et dire « Qu'est-ce que moi je ferais si j'étais une institution? » Mais le problème, c'est que la majorité du monde n'arrive pas à penser comme ça parce que les gens ne sont pas assez éduqués et ne comprennent pas les cycles du marché. Exact. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça cause une grande problématique. Exactement. Et après, c'est ça qui arrive. Le prix monte, j'ai besoin d'acheteurs. Qu'est-ce que je fais avec les médias? Il ne faut pas oublier que la plupart des médias sont privés. Des médias, ça coûte des milliards. Ça veut dire que les gens derrière de ces médias-là, c'est des compagnies, des groupes de milliardaires. Ah, ça ressemble beaucoup à notre 1%, qui est le smart money. Alors, les gens sont en train d'écouter les médias qui sont eux-mêmes, la plupart du temps privés, contrôlés par le smart money. Et là, boum, ils rentrent, ils achètent à des prix surélevés par rapport à la valeur actuelle du marché. C'est toujours par rapport à la valeur actuelle du marché. Quelque chose qui est présentement surélevé en tant que prix à 60 $, dans 5 ans pourrait être à 60 $, extrêmement pas cher. Mais c'est toujours présentement. Alors, au moment où ça arrive, ils l'achètent beaucoup trop cher. Ils l'achètent de qui? Smart money, les institutions, etc. Et ils vont leur acheter, exemple, un truc qui devrait se vendre 20 $, que ce soit des actions, des cryptos, peu importe quoi, ils vont le racheter 100 $. Là, maintenant que la distribution a commencé, donc les institutions distribuent, là, le prix redescend parce que c'est eux qui contrôlent tout. Alors là, l'offre devient énorme et la demande ne peut pas acheter tout ça parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que c'est ce 1% qui contrôle 99% de l'argent. Ça tombe. Puis là, les gens ont peur. Et là, ils vendent. Et à qui ils vendent? Et voilà. Aux acheteurs. Qui sont les acheteurs? Les institutions. Alors, ils vont l'acheter à 100 $, le revendre à 20 $,
aux institutions. Les institutions vont refaire le même marché, le même cycle sur plusieurs années et ils vont finir par le revendre $200. Et là, les gens vont l'acheter à $200. Et ça va redescendre à 40 et revendre. Puis les cycles, Et ça roule répète comme ça. énormément. Les Tout le cycles temps. se répètent énormément. Juste revenir rapidement sur le bull market puis bear market. Une image qu'on m'avait déjà dite, puis que je trouve qui aide énormément aux gens à comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Mais le bull market, si on regarde comment un taureau attaque, il attaque d'en dessous vers le haut. Puis si on regarde un ours, qui est le bear market, attaque du haut vers le bas. Fait que si ça peut aider les gens à comprendre c'est quoi la différence entre les deux, ben justement, le bull market, c'est un marché haussier. Hein, on part du bas vers le haut. Puis le bear market qui est l'opposé. C'est une super belle comparaison. Ouais. J'avais jamais entendu ça, mais c'est une très belle explication parce que même sur graphique, c'est ça qui se passe. Le marché accumule en faisant une petite curve comme ça, et hop, il augmente, tandis que l'autre, ben, il arrive au top et il descend. Donc, il se fait frapper par l'eau, exact, ça descend et ça crash. C'est une super belle métaphore. Ouais. Au niveau du cycle du marché, on s'entend que si on regarde par exemple au niveau du Forex, on dit toujours de regarder le DXY pour regarder c'est quoi la tendance au niveau du dollar américain. Au niveau de la crypto-monnaie, ben, c'est la même stratégie normalement qu'on fait avec le Bitcoin. Ouais. C'est sûr que si on va chercher d'autres altcoins, d'autres crypto-monnaies, faut toujours regarder la tendance actuelle au niveau du Bitcoin pour savoir c'est quoi les mouvements un peu qu'on devrait faire ou à quoi s'attendre par rapport aux autres crypto-monnaies. Mais pour bien comprendre le Bitcoin, hein, on s'entend, on a les halvings. Fait que là, il faudrait juste expliquer rapidement halving, ensuite le alt season, puis comment que l'argent se transfère de Bitcoin à l'Ethereum et ensuite yes. On y va. Mais tu vois, ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais souvent ils vont trop se concentrer sur un altcoin. Exemple, on va regarder Cardano ou on va regarder Polkadot. Mais la réalité, c'est que l'indice principal de tout ce qui se passe, c'est Bitcoin et sa dominance. Ça, c'est quelque chose que les gens ne regardent jamais, mais il faut regarder la dominance. Je vais l'expliquer plus tard pendant que j'explique le alt season, dans quelques minutes. Mais il faut regarder Bitcoin et sa dominance. Et ironiquement, le DXY, l'indice du dollar américain, c'est très utile aussi parce que plus l'indice du dollar américain descend, moins les gens ont confiance vers le dollar américain. Et c'est quoi présentement le plus gros atout contre le dollar américain? Non, c'est plus l'or, c'est le Bitcoin. Et ça, c'est ce que les gens réalisent pas nécessairement. C'est que oui, l'or l'était avant, et l'or, c'est toujours quelque chose que pour moi, même avec la crypto, pour moi, l'or va toujours rester là parce qu'il a certaines caractéristiques fondamentales qui vont faire en sorte qu'il reste là. Mais le dollar américain, c'est quoi le dollar américain? Si on regarde maintenant l'économie du monde au complet, est basée sur le dollar américain. Le dollar américain, lui, n'est plus sur le standard de l'or, mais sur le standard des dettes. Alors, notre économie au complet est basée sur le dollar américain qui est basé sur des dettes. Donc, si on regarde ça en gros, c'est une économie qui est basée sur des dettes. Sur rien. Exact. C'est une économie qui est basée sur rien. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de regarder Bitcoin ainsi que le DXY et sa dominance pour aussi comprendre ce qui va se passer dans les marchés. Mais plus le DXY descend, plus l'argent va aller vers Bitcoin. Pas l'argent de monsieur, madame, tout le monde. L'argent de qui? De smart money. Et voilà. Et c'est ça qui compte. Ensuite, comment fonctionne Bitcoin? C'est extrêmement simple. Bitcoin, vu qu'il a un maximum de 21 millions, donc il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin dans le monde, on a ce qu'on appelle un halving. Un halving, c'est que à certains moments, on vient couper le nombre de blocs qui peut être miné. Donc, ça veut dire qu'il y en a de moins en moins dans le marché. Donc, par exemple, oui, on sait qu'on a notre limite qui est 21 millions, mais avant qu'on atteigne cette limite, si je me souviens bien, c'est 2140. Je pense que c'était 2140. Je crois que c'est ça, 2140. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'au début, peut-être qu'on pouvait avoir 2 masques. On va dire, on pouvait avoir 2 masques par jour. Mais à chaque fois qu'on a un halving, c'est qu'on peut en avoir de moins en moins. Alors là, à la place d'avoir 2 masques, je peux avoir un masque. À la place d'avoir un masque, on recoupe, je vais avoir 0,5 masques. Alors, ce qui se passe, c'est que même si c'est en 2140,
la quantité qui rentre sur le marché est tellement minime et la demande est tellement grande que même si c'est 2140, le prix va exploser parce qu'il a toutes les caractéristiques qu'il faut pour pouvoir créer une nouvelle économie. Et en plus de, ça c'est notre truc, mais on va pas en parler aujourd'hui, pour devenir une valeur refuge comme l'or et l'immobilier, mais je n'aurai pas le temps sur ce podcast. Et il a ce côté rare où, en plus d'avoir une quantité limitée, mais plus on va avancer dans les années avec les halvings, moins on va être capable d'en avoir, même s'il a une quantité limitée. Donc, c'est juste limité de tous les côtés. Et ça, c'est la force du halving. C'est qu'on en a moins de moins en moins. Puis, c'est pas juste les bitcoins. Qui dure aussi, on va le dire, qui dure 4 ans. Oui. Halving, c'est 4 ans. Et puis, on va vraiment voir ce cycle. Dans le fond, la plupart des bull runs, si on regarde 2013, 2017, 2021, arrivent environ 1 an après le halving. C'est de cette façon-là présentement que c'est corrélé. Bon, après 2013 et 2017, peut-être que c'était des accumulations, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un autre sujet. Mais normalement, voilà, on a le halving et 1 an après, on voit le bull run environ 1 an après qui vraiment commence à exploser. Correction, ça se recalme, halving, des cycles de 4 ans comme ça. C'est là aussi qu'il y a une distribution avec la dominance justement du Bitcoin pour transférer justement vers le alt season. Parce qu'on entend souvent Bitcoin season, alt season, bull run. Donc souvent les gens sont confus par rapport à ça. Donc je te laisse expliquer justement la dominance de Bitcoin puis le transfert graduel qui se fait dans le alt season. Ouais. Ben déjà, il faut le diviser en plusieurs. Donc on a le Bitcoin Season. Ce qui se passe dans Bitcoin Season, c'est quand on va voir le prix de Bitcoin vraiment augmenter et la dominance de Bitcoin est à des fois 50, 60, 70, 80%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Bitcoin qui domine le marché des cryptos. Et donc là, à ce moment-là, on voit vraiment le Bitcoin augmenter. Ensuite, l'argent s'en va de Bitcoin vers Ethereum. Qui est un altcoin, mais considéré d'une façon différente. Voilà. Disons-le comme ça. Alors, on arrive vers Ethereum et là, on est dans comme Ether Season. Et là, on va voir le prix d'Ether exploser. Une dominance de Bitcoin diminuer. Et la dominance de Bitcoin diminuer. Sûrement autour de 50 et doucement vers 45, 40. Et puis, elle va descendre de cette façon-là. Ensuite, on va passer de Ether vers les altcoins majeurs, donc les altcoins avec des gros market cap. Exact. Et on va finir avec les petits market cap comme altcoin. L'erreur que la plupart des gens font, exactement la même chose que lorsque la distribution est de l'accumulation. Les gens achètent alors qu'on est en distribution et ils vendent alors qu'on est en une accumulation. Là, c'est la même chose. Les gens rentrent dans Bitcoin lorsque c'est Bitcoin Season, mais Bitcoin est en train d'exploser. Ce n'est pas le moment de rentrer dans Bitcoin. Non, c'est le moment d'acheter tes C'est le moment d'aller vers les altcoins, exactement. Et quand l'argent se transfère, les altcoins montent. Ensuite, on redistribue vers Bitcoin. Exactement, on redistribue son argent vers le Bitcoin pour avoir un meilleur prix d'achat, tout simplement. Exact. Ça, c'est une grosse erreur. Les gens rentrent dans les altcoins quand ils voient que c'est altcoin season, rentrent dans Bitcoin quand c'est Bitcoin season. Quand c'est clair que c'est altcoin season, c'est parce que c'est pas altcoin season pour nos investissements. C'est Bitcoin season pour nos investissements. Exact. Ouais. Génial. Maintenant, au niveau de la stratégie d'investissement, si on regarde rapidement, en fait, tous les styles de trading puis d'investissement, on s'entend qu'on parle souvent on entend souvent en fait de hold day ou de hodl comme on entend, qui est l'erreur de frappe, mais bon. Ça, on s'entend que généralement, cette stratégie-là vise le spot trading. Ouais. Donc, c'est l'achat de crypto-monnaie. On attend. Puis là, c'est avec la stratégie, justement, un peu comme qu'on vient de parler, hein, avec le Bitcoin Season, on achète les plus petits puis on transfère parce qu'on détient littéralement la crypto-monnaie. Exact. Sinon, il y a l'effet de levier qui est, dans le fond, avec du levier tout simplement, soit sur Binance Futures ou souvent les gens utilisent, comme qu'on parlait un peu plus tôt,
hors podcast MetaTrader 4. Donc, dans le fond, c'est sans détenir directement la crypto-monnaie pour pouvoir la trader. Exact. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu devrais rajouter par rapport à ça? Je veux pas trop élaborer non plus, là, mais là aussi, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Hein. Ah oui, à 100%. Parce que les gens veulent faire de l'argent vite, alors souvent, ils s'en vont faire de l'effet levier. Mais les plus grands investisseurs du monde, dont le CEO de Binance le dit toujours, la meilleure façon de devenir riche, c'est de hodl. c'est de hodl. Alors, ça, c'est un autre truc. Les gens n'ont pas la patience nécessaire. Mais oui, il y a plein de choses qu'on peut faire long terme. Je crois que la problématique au niveau de l'effet de levier, c'est que les gens, de un, n'ont pas les connaissances, puis de deux, les gens ne pratiquent pas. Exact. Il y a beaucoup de comptes démos qui sont disponibles, mais les gens ne prennent pas le temps de pratiquer. Puis comme que tu expliquais sur un autre podcast, souvent les gens, ils veulent pas se lancer avec par exemple, on va dire un 3, 4, 5, 600 $ en trading avec l'effet de levier parce qu'ils voient que c'est pas, on va dire entre guillemets, profitable puisque les profits sont extrêmement minimes. Mais comme que tu expliquais, si tu n'arrives pas à maîtriser un petit compte, comment est-ce que tu veux maîtriser un gros compte? Exact. Donc, si tu te fais liquider sur un compte à 600 $, imagine maintenant si tu avais mis 30 000 balles dans ton compte, tu te serais fait liquider de 30 000 $. Exact. Donc, c'est pour ça que moi, ce que j'explique toujours, c'est de un, va chercher les connaissances dont tu as besoin, qui est ce que les gens ne font pas. Puis ensuite, pratique. Avec un compte démo. Puis une fois que tu as pratiqué avec un compte démo par rapport à tes connaissances, les analyses techniques puis tout, ben là, à ce moment-là, tu peux commencer avec un petit peu de ton argent pour voir ta capacité parce qu'on s'entend que quand tu y vas avec un compte démo, puis ton argent personnel qui est de l'argent, de la vraie argent en fait, l'émotion entre beaucoup plus en jeu sur ton argent que sur un compte démo. Sur un compte démo, c'est plus facile de dire « Ah, je vais placer un ordre, je vais faire ci, je vais faire ça ». Parce que tu n'as pas l'émotion ou l'attachement qui vient se relier à l'argent versus quand tu mets ta propre argent, c'est complètement différent. Là. Ouais, mais moi je compare ça un peu à essayer d'aller gagner les Olympiques ou être champion du monde de boxe, mais t'es jamais allé boxer de ta vie. Exact. Alors t'es là comme vas-y JP, je te dis là JP c'est le moment, tu vas devenir champion du monde de boxe, go JP. Puis là t'es comme yes, t'es tout hype, fait que là tu rentres dans le ring. Mais là, tu te bats contre un gars qui fait ça depuis qu'il a 5 ans. Ouais, tu te bats contre Mike Tyson. Mike Tyson, puis là, il t'éclate. Tu lances un coup dans le vide, un crochet, et voilà. C'est ça. C'est littéralement ça qui se passe avec les gens. Ouais, malheureusement. Ouais. Sinon, il y en a d'autres que j'avais notés, hein, qui sont quand même très intéressants parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement non plus tout le monde qui a le temps de mettre son temps pour pouvoir trader avec l'effet de levier. Ça demande quand même du temps qui est quotidien. En spot trading, c'est quand même de comprendre puis de regarder les marchés. Mais sinon, quelque chose d'autre qui est intéressant, on a le stacking, le mining, farming et crédit. Ouais. Donc, je te laisse, mettons, parler un peu du stacking. Moi, j'adore le côté stacking, surtout pour les gens qui ont vraiment moins de temps puis qui veulent pas... Ouais, stacking, pour moi, c'est formidable. Il faut qu'on fasse une parenthèse. Dans les blockchains, je vais essayer de pas aller trop loin, donc la technologie derrière la crypto, on a présentement 2 gros types. Bon, il y en a d'autres, mais il y en a 2 gros. Il y a Proof of Work, Proof of Staking. Proof of Work, c'est le tout premier. C'est celui qui est derrière Bitcoin. Ça veut dire que vous avez peut-être déjà vu ces machines-là avec tout le monde qui est en train de miner en Chine des photos avec des ordinateurs, des serveurs après les autres pour miner. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, c'est chaque ordinateur est en train de miner, de créer des blocs, de créer des nodes. Et dans le fond, comme ça, on peut avoir une récompense. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Si je mine, exemple, tout ce que je fais, c'est si, exemple, JP, tu veux m'envoyer de l'argent, du Bitcoin, mais tu envoies cette transaction, moi, le mineur, je vérifie si c'est vrai. Je vérifie si c'est vrai. Est-ce que tu as vraiment ces Bitcoins-là? Oui, c'est vrai. Je crée le bloc. Je l'envoie vers, bon, il y a des nodes et tout ça, mais en tout cas, je l'envoie vers moi, j'accepte. Qu'est-ce qui fait le mineur? C'est juste se faire payer. Dans le fond, il se fait payer pour vérifier comme un type. La transaction, comme un type. Exactement, comme un type. Donc, c'est comme un serveur qui se fait typer. Et il se fait typer en Bitcoin, vu qu'il mine du Bitcoin. Là, maintenant, le stacking, c'est la technologie après le Proof of Work. C'est
plus scalable, donc c'est plus facile de faire différentes choses avec, de faire différentes business avec. Et comment ça fonctionne? C'est que là, au lieu qu'on se concentre sur miner avec des machines, le stacking, c'est que je garde une quantité. Par exemple, disons, j'ai acheté 1000 Kava, qui est une crypto. J'ai acheté 1000 Kava, et ce que je peux faire, c'est stacker ces 1000 Kava-là. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je le stack? Mais pour eux, c'est bon parce qu'il y en a moins il y a moins d'offres, déjà, premièrement. Et ça, c'est les gens qui stackent, lorsqu'ils stackent assez, bon, il y a une quantité à stacker. Quand tu stackes assez, bien là, tu peux avoir un droit de vote, de vérification, etc., de la même façon qu'un mineur. Sauf que là, tout ce que tu as à faire, c'est le stacker. Le stacker, c'est quoi? C'est littéralement comme le mettre dans un compte épargne. Alors, imaginons, on prend notre argent. Avec un pourcentage d'intérêt. Excuse-moi de te couper, là, mais on s'entend que le pourcentage de Ouais. retour est beaucoup plus intéressant que ton 1%, que ton compte épargne. La plupart du stacking, on va trouver des 10, 12, 15, 20%, 30% annuels. Les meilleurs cryptos, habituellement, sur du stacking, on va trouver du 10 à 20%. C'est-à-dire que si j'ai acheté 1000 Kava, je vais recevoir, si on est présentement à du 20% pour Kava, je vais recevoir 20% de 1000 Kava par année. Donc, toutes les semaines, je vais avoir mon montant qui rentre. Donc, si j'aurais 100 000 Kava, ben je reçois 20 000 Kava par année. Mais tu te fais payer toutes les semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ne te fais pas payer pour la somme d'argent, mais tu te fais payer dans la crypto. Donc, si je reçois 100 Kava par semaine qui sont présentement à 5 $, et qui montent à 10 $, et qui montent à 10 $, et qui montent à 15 $, et voilà, qui montent à 20 $. Quand la valeur elle monte, en fait, ton 20% par exemple Exact. que tu reçois, ça reste un 20%. Mais si par exemple on parle d'une valeur de 5 $, initialement c'est un 20% de 5 $, mais si la valeur elle monte à 10, 15, 20 $, ton 20% reste toujours actif, mais sur le 10, 15, 20 $. Exact. Puis pour les gens aussi qui seraient peut-être un petit peu plus craintifs de se lancer directement dans la crypto pour le stacking, puis que ce serait quelque chose qui pourrait les intéresser, on peut stacker aussi des stablecoins en fait. On peut stacker que ce soit du USDT, du USDC. Je crois que ça stack aussi. Ouais, exactement. Le DAI. Est-ce que le DAI ça stack? Ça, je n'étais pas au courant. Oui, tous les stablecoins peuvent être stackés. Mais habituellement, là, c'est pas du stacking, c'est vraiment du earning. Parce qu'il n'y a pas nécessairement un but de stacker. Donc, la plupart du temps, ça va être du earning. Donc là, ça va être à travers des échanges. Par exemple, Binance, Crypto.com, etc. Crypto.com, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont dire, OK, mais regarde, si tu le gèles avec nous, on va l'utiliser pour faire d'autres choses. De la même manière que la banque le fait. Mais on va te donner, exemple, 10 ou 12% par année. Et là, c'est littéralement comme un compte en banque épargne où tu as 0,5%. Même chose parce que c'est un stablecoin. Donc, stablecoin, si on prend le stablecoin du dollar américain, si je mets 10 000 $ en stablecoin, ça reste toujours 10 000 $. Comme le nom le dit, c'est un stablecoin, un coin stable. Donc, un coin stable du dollar américain, par exemple le USDC, le USDT, le DAI, ça vaut toujours $1 américain. Donc, c'est littéralement la même chose que mettre ton argent dans un compte épargne à 0,5%, sauf que là, c'est à du 10-12%. Et voilà. Là, c'est plus du earning. La seule chose qu'on s'entend qu'il faut quand même prendre en considération, c'est que comme tu as dit, souvent c'est sur les exchanges. Ouais. Puis les exchanges, ben c'est quand même très risqué. Voilà. Il y a quand même un très grand risque disons, de hacking comparativement à si tu détiens la crypto-monnaie directement dans un ledger qui est déconnecté. Ouais. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, on s'entend si vous ne savez pas de quoi qu'on parle en ce moment, on vous invite à écouter le podcast directement sur la sécurité qui est le podcast précédent. Exactement. Et voilà, ça c'est sûr que côté échange, il y a ce risque-là. La majorité du temps, par exemple, c'est pas l'échange qui se fait hacker, c'est les gens qui font des erreurs. Ouais, clique sur un lien, clique sur ci, clique sur ça. Exactement comme qu'on disait sur exact. sur podcast, exact. Puis maintenant, juste pour terminer sur le style de trading et d'investissement, juste rapidement, farming, puis crédit. Yes. Farming, en fait, c'est assez simple. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va déposer certaines cryptos comme si, exemple, tu venais me voir, puis tu es comme Sam,
Moi, je veux ouvrir mon café, mais j'ai besoin d'argent de roulement pour ouvrir mon café. Est-ce que tu pourrais me donner 10 000 $ par mois pour les 12 prochains mois et en échange, je vais te donner tel pourcentage. Puis moi, je vais dire, OK, parfait, ou tel pourcentage du profit, ou peu importe, OK, parfait, voilà. Farming, c'est la même chose. Ça veut dire qu'ils sont en train d'aller chercher des liquidités des gens pour pouvoir développer le projet, le développer de plus en plus. Et à la fin, lorsque le projet va lancer, les gens vont habituellement avoir un airdrop. Donc, ils vont recevoir la crypto directement sur l'échange qu'ils veulent. Ils vont avoir la quantité par rapport à la valeur quand ils sortent sur le marché. Donc, si, exemple, j'ai mis 10 000 $ et qu'il va aller 1 $, je vais recevoir 10 000 de ce token-là. Mais souvent aussi, on va avoir un bonus pour avoir farmé, pour avoir participé à permettre au projet de se développer et de se lancer. Donc ça peut être très intéressant parce que si c'est des projets ou des compagnies qui sont derrière des projets qu'on aime déjà, mais vous pouvez, des fois, il y a des situations où tu mets 10 000 $ et dès que le token lance, il te donne pour 15 000 $. Et là, ça, c'est au lancement du token. Ensuite, lorsqu'il monte en valeur, ben, naturellement, l'investissement monte aussi. Il faut quand même faire attention puis bien étudier. Il faut très bien étudier. le projet. Très, très bien étudier parce qu'il y a beaucoup de projets dans ces stades-là qui se font jamais lancer. Voilà. Alors, il faut faire attention à ça. Mais c'est pas 90% des projets qui finissent à pas se faire lancer, justement. Yes. Donc, c'est ça. Faut faire exactement... en fait, il faut faire très attention. Puis le farming, en fait, c'est le même principe que de l'ICO, tout simplement. Ouais. Exact. Puis ICO, c'est Initial Coin Offering. Donc, exact. Voilà. Puis au niveau du crédit. Crédit, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Hein. Présentement, exemple, si j'ai une carte de crédit, bon, je peux acheter des choses, mais c'est pas vraiment à moi, je dois repayer ma carte, que ce soit Visa, Mastercard, American Airlines, peu importe. Ici, comment ça fonctionne, c'est qu'on peut avoir du crédit sans vendre une crypto. Donc, disons que moi, je veux avoir 5 000 $. Mais je veux pas vendre mon 10 000 $ de Bitcoin. Mais je veux 5 000 $ pour réinvestir ou pour aller à la caisse et puis retirer l'argent pour l'utiliser ou peu importe. Mais je veux pas vendre mon 10 000 $ de Bitcoin. Mais je veux 5 000. Qu'est-ce que je peux faire? C'est qu'il y a différents endroits, différents échanges aussi qui permettent de mettre ce 10 000 $ là dans ce qu'on appelle un collatéral. Alors, je mets 10 000 $ et eux vont me prêter 5 000 $. Mais ce qui est bon, c'est que mon 10 000 $ de Bitcoin, je l'ai toujours. Alors, j'ai toujours mon 10 000 $ de Bitcoin et là, on vient de me donner 5 000 $, ce qu'on appelle du crypto-crédit. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Si mon 10 000 $ descend à 6 000, ben, ça dépend des échanges, mais en général, c'est ça. Il faut juste vérifier. En général, exemple, si mon 10 000 passe à 6 000, ben, eux, ils vont se rembourser directement sur mon Bitcoin. Alors, ils vont prendre 5 000 $ de Bitcoin plus le taux d'intérêt, qui habituellement est autour de 10-12%. Donc, dans ce cas-là, ils prendraient, exemple, 500 $. Donc, ils prendraient 5 500 $ de mon collatéral et l'autre 500 $, il me resterait ce 500 $ plus les 5 000. C'est comme ça qu'ils se protègent. Dans le cas où, exemple, Bitcoin serait un vraiment bas prix, je mets mon 10 000, il me passe 5 000. Ce qui est magnifique, c'est qu'avec ce 5 000-là, je peux racheter du Bitcoin, je peux racheter d'autres cryptos, je peux l'utiliser pour faire ce que je veux, c'est mon 5 000. Et habituellement, j'ai 1 an pour rembourser. Mais ce qui est magnifique, c'est que si mon 10 000 $ de Bitcoin est rendu 30 000 $ de Bitcoin, ben dans 10 mois, je suis à 30 000 $, je peux rembourser le 5 000 que je leur dois directement avec le collatéral. Et donc, j'ai jamais eu à vendre cette somme de Bitcoin. Parce que la plupart du temps, si les gens veulent 5 000 $, ils vont le vendre, puis c'est fini. Mais là, le crédit permet d'avoir de l'argent sans avoir à vendre la crypto grâce à un collatéral. Donc, c'est simple. Habituellement, ils te donnent 50 à 60%. C'est comme ça qu'ils se protègent. Donc, si tu mets 20 000, ils vont te prêter 10 000. Si jamais ton 20 000 tombe à 12 000, ils vont prendre ce que tu leur dois pour s'assurer de se protéger. Mais si tu fais bien tes choses, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, puis voilà. maîtriser sur tous les bases avant de passer à l'action avec du crédit. Exactement. Parce que déjà que la crypto, c'est très risqué. Aller dans du crédit, ça amplifie le niveau de risque. Là, tout crédit, farming, voilà. trading avec du leverage, c'est des choses à ne pas prendre à la légère. Il faut un bon niveau de connaissance.
Génial. Puis, disons que pour terminer là, le podcast, là, puisqu'on n'a toujours pas parlé de stratégie d'investissement, puis généralement de money management, qui est la gestion monétaire. Si on termine avec ça, au niveau de la stratégie d'investissement, pour ceux qui travaillent encore dans un emploi régulier, puis qui voudraient investir en crypto, mais qui se disent, ah ben moi j'ai pas plus que 50$ à mettre, ça vaut pas la peine. Ben le DCA, qui est Dollar Cost Average, qui est une bonne stratégie à utiliser, surtout dans une zone d'accumulation. Donc, on s'entend que si tu mets un 50$ par semaine, ben, tu peux bâtir un portefeuille de crypto assez intéressant avec le temps. Absolument. Absolument. Et là, ça revient au mindset. La différence entre le smart money et le dumb money, la différence entre les riches et les pauvres, c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école, c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas en général. Mais la différence entre les riches et les pauvres, elle est toute simple. Prenons exemple iPhone, Apple. Prenons Apple comme exemple. Apple, c'est le meilleur exemple du monde. On remonte il y a 10-12 ans, iPhone 1 est sorti. C'était $300 le iPhone. Maintenant, si je te donne un iPhone 1, tu vas me dire, mais Sam, pourquoi tu me donnes ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Pourtant, si on avait mis $300 il y a 12 ans, lorsque iPhone 1 est sorti, présentement, ça serait environ $5 600. Et ça, c'est fou. Même compagnie, même année, même somme d'argent. Il y en a un, c'est un téléphone, ça vaut plus rien, personne ne le veut. Il y en a un, c'est $300 qui est devenu 5600. Je suis pas mal sûr que si je me promène dans la rue et je dis aux gens, est-ce que tu veux $5600? La plupart le prennent. Et ça, c'est fou. C'est juste la différence de mindset entre littéralement un mindset riche et un mindset pauvre. Et tu peux être chirurgien vers 250 000 par année et avoir un mindset pauvre et être endetté. Souvent, c'est ce qui arrive. Tu fais 250 000, mais tu en dépenses 350. Alors, ça, c'est ce qui arrive dans la plupart du temps aux gens. Et c'est pour ça que $50 par semaine, c'est pas rien. C'est $50 que tu investis. Tu vas aller souper avec ta copine ou ton copain, boum, $100. Ah, pour ceux qui clubent, hein? Combien de fois c'est arrivé? Tu penses que tu as dépensé $40 dans la soirée, tu regardes ton compte en banque, boum, $300 parce que tu avais bu un peu trop. Ça coûte cher. Tu avais bu un peu trop, puis tu avais oublié que tu avais acheté une bouteille à exact. $200. Des chaussures, des voitures. Plus grosse dépense de la planète, une voiture. Tu achètes une voiture neuve, l'année prochaine, tu viens de perdre 35%. Ça, c'est comme si je te disais, investis $10 000 maintenant, je te garantis que dans un an, tu es à 7 500. Ou même pas, tu es à 6 500. Tu me dirais, mais t'es fou, pourquoi je ferais ça? Bah, c'est une voiture. Alors, les gens, si quelqu'un prend le temps de s'asseoir et veut vraiment trouver de l'argent, arrête de se focusser sur le fait qu'il n'a pas d'argent. Si tu penses que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. S'il s'assoit et à la place de se dire, j'ai pas d'argent, il dit, je vais trouver de l'argent. Et il fait un vrai budget en gardant une seule chose dans sa tête. Je vais trouver de l'argent. Tu coupes Netflix, tu coupes je sais pas trop quoi, tu coupes En fait, tout ce qui est inutile. Tout ce qui est inutile. Et 90% des choses est inutile, honnêtement. Ouais. Et puis voilà, trouver $50 par jour, même par jour, oui, mais on va dire par semaine. Trouver $50 par semaine, c'est extrêmement simple. Et si c'est pas simple dans la situation d'une certaine personne, parce que c'est vrai qu'il y en a que c'est leur situation, mais c'est pour ça qu'ils doivent écouter ce podcast. Parce qu'il y a un problème, si tu as plus de 18 ans, tu vis au Canada et tu n'es pas capable de trouver $50 par semaine. Il y a vraiment un gros problème. Donc voilà, c'est ce que je pense de ça. C'est bon, c'est bon. Au niveau de la stratégie d'investissement, un peu plus tôt, on avait parlé du transfert de l'argent de Bitcoin à Ethereum, puis ensuite le restant des altcoins. Mais si on regarde la diversification d'un portefeuille au niveau de la crypto-monnaie, je me rappelle que tu parlais de, qui est sensiblement la même stratégie que j'utilise, qui est 50% en Bitcoin, 50% en altcoin. Puis au niveau des altcoins, je sais que toi, ce que tu prônais énormément, c'était une répartition égale dans les altcoins que tu avais une croyance dans leur projet, hein, en fait, parce que c'est ça, il faut avoir une croyance dans le projet directement. Oui, voilà. Je fais 50-50, 50% Bitcoin, 50% des altcoins, exactement comme tu viens de le dire. Et habituellement, les altcoins, je vais choisir les plus gros projets, ceux que je préfère,
et je mets environ, oui, la même somme. C'est sûr qu'après, il y a la possibilité de calculer, mais je vais mettre 3% dans celui-là, 6% dans... Mais là, ça me demande encore un niveau de connaissance beaucoup plus élevé, puis beaucoup plus de temps. Alors moi, je préfère juste prendre des gros altcoins dans lesquels je crois et mettre de l'argent environ de façon égale, répartir environ de façon égale ces 50% parce que je crois autant dans l'un ou dans les autres que ces projets-là. C'est ça que je fais côté 50-50. Puis comme tu as dit, DCA, hein, comme on disait, que ça soit $50 par semaine, c'est pas grave. Ce 50, tu mets $50 par semaine pendant 10 ans, tu laisses grandir 10 ans. La première chose que tu sais dans 20 ans, c'est plusieurs millions. Vous pouvez faire le calcul. Alors, c'est absolument primordial de faire du DCA. Puis moi, d'habitude, c'est ça que je fais. Si ça serait $100 par semaine de DCA, $50 en Bitcoin, $50 irait de façon égale dans certains projets majeurs que j'aime. Excellent. Puis, en termes de money management au niveau si on regarde au niveau du bull market, bear market, là, on parlait du 50% dans le Bitcoin, 50% des altcoins. On s'entend que quand ta crypto-monnaie, par exemple un altcoin, atteint un niveau de prise de profit, qui revient un peu au podcast sur le plan de trading, qui va venir un peu plus tard, dans quelques semaines. Il faut respecter sa prise de profit, mais la question souvent que les gens se posent, c'est est-ce qu'on est obligé de prendre est-ce que je dois prendre 100% du profit puis le redistribuer dans un autre altcoin? Moi, ce que j'aime faire avec cette stratégie-là, c'est quand j'atteins mon niveau de profit, si le projet il est vraiment, vraiment intéressant puis que je veux continuer d'investir à l'intérieur, je respecte ma prise de profit. Mais ce que je fais, c'est que j'assure mon investissement initial avec un profit supplémentaire, puis je laisse une certaine balance je veux dire entre guillemets, en suicide bag, donc en sac de suicide. Donc, puis on le laisse, puis on regarde ce que ça donne d'ici quelques temps. Il y a différentes façons de faire. Là. Il n'y a pas de formule secrète. Non, il n'y a pas ça de formule dépend magique, de chaque personne. Une bonne chose pour quelqu'un qui est là à temps partiel dans les marchés, qui est plus ou moins nouveau, c'est sûr que ça peut être intéressant de prendre du profit. Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas être broke en prenant du profit. You cannot go broke en prenant du profit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bon. Quand tu as pris du profit, tu as pris du profit. C'est souvent, j'entends les gens qui disent « Oh mon Dieu, le gars, il avait 1000 bitcoins en 2009. Si seulement il les avait gardés. » Soyons honnêtes, même moi, je les aurais pas gardés. Ouais, donc tu les vends, ensuite tu attends que le prix redescende, tu rachètes à un meilleur prix pour en avoir 1500. Exact. Et ainsi de suite, tu répètes la roue. Et le but, c'est de faire du profit. Donc, c'est une bonne d'après moi, c'est une bonne stratégie. Si quelqu'un veut, par exemple, il a mis $1000, ça atteint $2000, c'est sa zone. Il reprend son $1000, son investissement de base. Il peut faire ce qu'il veut avec. L'autre $1000, il peut le laisser là. Ou il pourrait prendre 1500. $1000, il réinvestit. $500, c'est du profit. L'autre $500, il n'a plus rien à perdre. Il peut le laisser là. Après, si c'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise et qui veut juste attendre, il peut juste le laisser là aussi. Ouais, aussi. Hein, quelqu'un qui vraiment, lui, il s'en fout. Il n'a pas besoin de faire du profit. Il sait qu'il va contrôler ses émotions. Moi, je varie. Il n'y a pas comme une règle. Il faut s'adapter. Moi, il y a plusieurs projets où j'ai aucune idée sur à quel prix présentement. Ça dépend aussi de ton confort par rapport à un projet, on s'entend. Il y a certains projets qu'on a plus de confiance, puis qu'on croit beaucoup plus en ce projet que d'autres projets, même si d'autres projets, on a quand même investi à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'un certain projet, tu vas dire, OK, je vais prendre une prise de profit, puis celui-là, je vais simplement le laisser là, parce que je crois que dans 10 ans, je vais avoir plus que fait fois 10, fois 20 sur mon investissement initial. Là. Exactement. Mais encore une fois, ça reste toujours des conclusions personnelles qu'on vient porter par rapport à un projet. Donc, voilà. Donc ça, c'est différentes options, les gens ils choisissent. Génial. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour terminer ce podcast? Non, je pense qu'on a fait un très beau tour et que ce podcast va être très utile pour les gens je crois fortement, oui. qui vont comprendre la valeur de ce qu'on a dit. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes. Le lien est simplement dans la description de cette vidéo et de ce podcast. Donc, sur ce, on se dit au prochain podcast. Bye bye.